Bonjour. Alors, l'épreuve 2025 de maths général a eu lieu le 19 février, bon, 2025 évidemment, et beaucoup plus tôt que d'habitude quand même. Ça a obligé les préparateurs, les responsables de préparation à compresser complètement le planning. Moi, j'ai habituellement deux cours qui se succèdent, et là les deux cours se sont chevauchés, donc ouais, ça a été un peu la cavalcade. Et, euh, et bon, même il y a même eu deux épreuves blanches dans la même semaine, donc vraiment on a raccourci tout notre planning. Alors je ne sais pas pourquoi on avance comme ça le calendrier des épreuves, il y a certainement une bonne raison, mais bon. Donc revenons à nos moutons. J'ai fait l'épreuve hier soir, style entre 21h et 1h du matin, là, bon, sur le canapé, de temps en temps avec un stylo, mais généralement je lisais, j'essayais de le faire mentalement. Donc oui, je suis resté à peu près 4 heures dessus, bon, tout en regardant un film, hein. C'était un petit film français, quoi, mais de super-héros. Il n'y avait plus de 4 fromages, du coup je t'ai pris le jambon. C'est des super-héros, mais ils ont tous des problèmes, quoi. Pelbord, il a Parkinson. Attends, je t'accompagne. Bref, un film français. Mais je suis pas là pour parler de ça. Donc, pour dire en gros, le problème, il a 53 questions. Je suis allé jusqu'à la 42. Et bon, comme ça, j'ai pas tout rédigé. J'essayais de tout rédiger dans ma tête quand même, hein. Ça oui. Mais j'ai pas écrit l'épreuve. Voilà. Donc voilà, en gros 42 sur 53. Et à la fin, j'ai survolé. Je suis passé en pilotage automatique. Je vais donc parler du problème. Je vais raconter un petit peu ce que j'en pense de ce problème en tant qu'évaluateur. Comment il est organisé, et puis bien sûr de quoi il parle, de quoi il traite, raconter un petit peu son roman, quoi, son récit, et puis dans une autre partie, dans une autre vidéo, je ferai la correction plus précise. Bon, ce sera quand même une correction orale, rapide, question par question, tout en parlant des différents points qu'il faut traiter, pas quelque chose d'exhaustif, évidemment, mais au moins qui a le mérite d'être rapide, que vous pouvez regarder, évidemment, à vos risques et périls, si jamais vous avez passé l'épreuve. Et si vous ne l'avez pas passé, vous pouvez le regarder de façon plus sereine. Alors, ce que j'en pense. Je vais parler en tant qu'évaluation, hein, des candidats, la difficulté, l'intérêt, l'originalité, le bilan de compétences qu'il propose. Alors, d'abord, évidemment, je vais en parler en tant que préparateur, hein. Donc, on a l'habitude en tant que préparateur de voir le ratio, un ratio assez petit entre ce sur quoi ils sont réellement évalués et ce sur quoi on les a préparés. Bon, ce ratio est petit. Là, il faut bien reconnaître qu'il est plus petit que d'habitude. On va expliquer un petit peu pourquoi, mais il y a des raisons qui sont intrinsèques à la thématique du problème qui font que forcément c'est plus petit que d'habitude quand on attaque ce type de thématique. Quand même, attention, des choses sur lesquelles, oui, effectivement, ça demandait du travail en amont. Par exemple, il y avait ça commençait par prouver qu'un polynôme de degré 3 était irréductible. Ça demande un petit peu de préparation, mais ça reste de la licence tant qu'on est en degré 3. Il y avait une matrice 3-3 avec un polynôme caractéristique à calculer sur une matrice 3-3. Bon. Un polynôme minimal, mais bon, il se trouve que le polynôme caractéristique était irréductible, donc c'était vite vu pour le polynôme minimal. Il y avait
Une matrice compagnon. D'ailleurs, à ce sujet, faudrait mettre les matrices compagnons au programme, parce que là, pour l'instant, on a l'impression, on se faisait la réflexion, on se demande s'il peut y avoir une épreuve de maths gêné sans matrice compagnon. Depuis un certain temps, regardez, que ce soit à l'interne ou à l'externe, les épreuves d'algèbre, c'est des matrices compagnons. Ce serait mieux de le mettre au programme, comme ça tout le monde connaît la matrice compagnon. Et elle est devenue indispensable, la matrice compagnon, dans l'algèbre actuelle, parce que c'est le point de passage d'un polynôme. D'ailleurs là c'est exactement, on passe d'un polynôme à une matrice, et donc quand on veut étudier un polynôme, on étudie une matrice, et maintenant, au XXIe siècle, et même au XXe, on a plus en plus d'outils dans la réduction. Voilà, c'est comme ça. C'est comme les probabilités. Pourquoi maintenant il y a des preuves par les probabilités? Parce que on ramène un problème là où il y a un max d'outils, et après on défonce le problème, quoi. C'est comme ça. Donc bon, la matrice compagnon, je serais quand même partisan de la mettre au programme de l'agrégation. Là, je crois que c'est clair, hein. Regardez les dernières épreuves, c'est clair. Je continue, il y avait un petit peu de relation coefficient-racine, vraiment un minimum, et il y avait la notion de nombre algébrique et de nombre transcendant. Il y avait des questions qui pouvaient s'apparenter à des questions de cours. Il y avait aussi un petit peu le Frobenius, x donne xp, montrer que c'est surjectif. Voilà. Mais globalement, c'est tout ce qu'il y avait, quoi. Et vraiment, juste à dose homéopathique, tout ce que je dis. C'est-à-dire, il y avait ça, mais c'était juste un tout petit peu. Et après, on était parti dans la théorie des corps. Mais la théorie des corps qui a une jambe à l'extérieur du programme et une toute petite jambe à l'intérieur du programme, où on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc c'est vrai que, bon, globalement, dans le préparateur, j'aurais aimé un bilan de compétences un peu plus large. Bon, à des moments, ça m'a rappelé un petit peu l'épreuve EP1 d'agrégation interne de 2013, où ils ont voulu faire du PADIC, donc vraiment dire, allez, on mise sur l'originalité, on va faire du PADIC, quelque chose qui est jamais fait, ou très très rarement, mais du coup, comme on est en mode rencontre en terre inconnue, on va se retrouver à se retaper tous les débuts d'une théorie avec le formalisme et toutes les trivialités que cela engendre, et évidemment avec tous les problèmes d'évaluation du candidat que cela va poser. C'est-à-dire que du coup, comme dans cette épreuve sur les PADIC, eh bien, on va avoir un petit début où on amuse l'étudiant avec des petites choses rigolotes, des petits exercices comme ça, qui ne sont pas totalement déconnectés du problème. Et puis ensuite, un espèce de grand ventre mou, où on se sert finalement de pas grand-chose, et où, voilà quoi, on va distiller des trivialités, et ça, pour évaluer quand une partie 2 va commencer avec des petits calculs que n'importe qui peut faire, c'est quand même un petit peu gênant. Bon, évidemment, c'est pas aussi pire que l'épreuve d'agrégation interne de 2013, parce que il y a eu quand même des questions assez solides au début, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc du coup, c'est assez systématique, c'est-à-dire qu'on veut jouer la carte de l'originalité, mais là, forcément, il va y avoir des moments où ça rame avec des définitions, avec un glossaire, on n'admettra que du structuralisme pur et dur, voilà, et en plus de ça, des choses qui ne portent pas leur nom, parce que le nom n'est pas au programme, vraiment, des notions, et que certains, on va dire des happy fews, comme les normaliens, qui connaissent bien, parce qu'ils ont été formés là-dessus, donc ça crée
ça crée un petit déséquilibre, ce genre de choses, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Il y a des gens qui m'ont dit oh, 53 questions, c'est trop. Non, pour moi, 53 questions, il peut y avoir 153 questions. Après, il y a le papier, évidemment, pour la planète, mais sinon, ça peut être infini, ça c'est pas grave. Pour moi, le problème, c'est comment dire, ce type de sujet va impliquer que tout d'un coup, il va y avoir en plein milieu une page de définition, une page de choses qu'on admet, ça casse le rythme, hein, d'accord, quand vous venez de vous taper voilà, quoi, exercice, une partie 1, et puis, bam, allez, on va lire les définitions, wow. Ça casse le rythme, et puis, non, c'est pas pour moi l'esprit d'un problème d'agrég. Pourquoi remettre des définitions alors qu'ils ont appris déjà des tas de choses et qu'on pourrait les tester sur ces choses-là? Pourquoi en rajouter, quoi? Voilà, bon. Je pense quand même, attention, hein, je pense quand même que le problème arrivera à évaluer les gens. Mais c'est quand même frustrant, c'est quand même un peu frustrant. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande différence entre ceux qui connaissent ces notions sur les corps. Il faut bien voir, par exemple, je sais pas, à Lyon 1, on a un module en M1 qui est donc en master première année, qui est un module de théorie des corps, mais c'est un module de second semestre qui est en option, qu'on peut prendre, d'accord? Donc, voilà, c'est... Alors, évidemment, je dis pas le contraire, hein, on n'avait pas besoin de choses en soi. Techniquement, on n'en avait pas besoin de choses qu'on apprend justement en option dans le module de théorie des corps. Mais il y a une énorme différence entre les gens qui ont ce recul, qui ont fait ce module, et les gens qui ne l'ont pas fait. Il faut bien s'en rendre compte, même si le problème, évidemment, se protège derrière. On avait techniquement besoin juste du minimum vital, peut-être un petit peu les éléments transcendants, algébriques, c'est-à-dire la partie de la théorie des corps qui fait partie du tronc commun. Voilà, qu'on fait au premier semestre de M1. Voilà. Ce qui va faire qu'il va y avoir une grande disparité des résultats que les normaliens ou les bons étudiants de fac qui ont pris cette option théorie des corps vont quand même se distinguer, d'autant plus que la partie de théorie des corps, il n'y avait pas une difficulté intrinsèque. Si on doit bien regarder, c'était pas difficile, vraiment, c'était même très facile, mais pour ceux qui ont la notion, pour ceux qui ont un petit peu de recul sur la chose. Parce que les questions n'étaient pas très poussées, c'était même assez trivial, si on doit regarder. Bon, franchement, hein, je dis, j'ai eu besoin du stylo, bon, au moment de calculer le polynôme caractéristique de la matrice 3,3, donc là j'ai utilisé le stylo, encore que j'aurais pu m'en passer, mais bon, ok. Et puis vraiment pas avant les questions, je sais pas, pas avant je crois que j'ai pas utilisé le stylo avant la section 3, je crois. Le reste je le faisais comme ça, de vue, quoi. Donc vraiment intrinsèquement facile quand on connaît la notion. Voilà. Pas de difficulté style Olympiade où il y a très peu de choses à savoir, mais faut casser la pierre, quoi. Faut ronger l'os, quoi. Non, là non, le truc est déjà tout prémâché. Donc en gros, je pense qu'il y a des gens qui peuvent facilement aller jusqu'à jusqu'au chapitre 3.1, donc la section 3.1, ils peuvent aller jusque-là, parce que vraiment on avait pied loin quand on a une notion, et il va y avoir les gens qui vont se sentir illégitimes dans ce truc-là. Parce que psychologiquement, quand on n'a pas fait le module,
regarde, on se dit, ah, c'est pas pour moi, quoi. Et même si, en fait, oui, bah ouais, mais non. Donc, en conclusion, avant de parler vraiment du problème, je vais essayer de conclure sur ce que je pense du problème. Alors, au niveau évaluation, ouais, bon, ok, il y a mieux, pas terrible quand même. Il y a le pédiluve, le premier bain, un petit peu, quelques petites choses, mais pour le second bain, bah non, là, il va y avoir des gens qui vont faire une grande différence, alors qu'ils ne sont pas si différents des autres. Ok. C'est vrai que ce serait bien que le cœur du problème ne soit pas quelque chose lié à un truc borderline. Il faut que le cœur du problème soit aussi le cœur du programme d'Agreg. Et la théorie des corps, il y a juste une très mince épaisseur qui est à l'intérieur du programme. Bon, allez, ok, l'évaluation, c'est fait. La difficulté, donc c'est ce que je disais, la difficulté intrinsèque, c'est-à-dire quand on est familier avec les notions, elle est epsilonesque. En revanche, quand on n'est pas familier, ben voilà, on le sait, en mathématiques, ce qui est pas infiniment simple, c'est infiniment compliqué. Et là, ici, ça s'applique bien. Alors, l'originalité, alors là, oui, quand même, là, l'originalité du problème, bon, s'il a une grande qualité, et pas que ça d'ailleurs, c'est dans cette originalité. C'est-à-dire que quand on arrive dans le 3.1, là, ça commence à devenir instructif, on a des espèces d'objets qu'on n'a pas l'habitude de manipuler, et on se rend compte que ça prolonge les théories qu'on connaissait, mais dans un cadre qu'on connaît moins. C'est quand même assez intéressant, et vraiment ça va jusque dans le grand 3.2, où il va y avoir à un moment un racine de arc tangente cosinus t, mais attention, c'est pas la fonction t est devenue l'indéterminée. Donc ça, c'est des choses qu'on voit jamais. On n'a jamais dans le programme d'Agreg un exponentiel de t ou des choses comme ça, donc et qu'on va chercher dans des extensions de corps. Donc on mêle des choses qui sont plutôt pour nous dans le domaine de l'analyse. Mais là, c'est pas des fonctions, c'est juste des objets dans des extensions de corps. Et là, franchement, à un moment, je suis tombé sur racine de arctangente, cosinus, grand T, la variable. Donc là, ça ressemble à un cauchemar qu'on fait après avoir mangé une raclette, quoi. Ça, c'est bon, franchement, c'était hallucinant, ce truc-là. Tout en regardant le film avec les super-héros français qui ont Parkinson. Donc au final, je trouve que bon, quand on fait le problème, faites-le jusqu'au bout, vous allez voir, le jeu, il en vaut la chandelle quand même pour le plaisir qu'on en... ouais, j'ai eu du plaisir à partir du 3 petit 1, je me suis dit, ah ouais, quand même. Bon, pas non plus le climax, mais un petit plaisir. Ouais, c'était sympa. Bref, des petits moments de bonheur. Après, il y a l'organisation. Alors l'organisation, là, vraiment, c'est du 5 étoiles. Là, c'est super bien organisé. L'enchaînement des parties, la logique de ce qu'on a montré précédemment et de ce qu'on va utiliser dans la suite, presque jusqu'au bout du problème, c'est très très rare ça, que presque jusqu'au bout du problème, le problème est complètement cohérent. Souvent les problèmes, soit alors n'ont plus rien à voir avec ce parcours qu'on a commencé, soit alors bon il y a une cohérence et ensuite ça part en quartier libre. Là, du début jusqu'à la fin, il y a une architecture extrêmement bien construite. Les parties 1, 2, 3 et même avec l'exercice tiennent d'une grande cohérence. Ça, bon, bravo au concepteur du problème pour cette architecture, et ça a été... Et puis bon, franchement,
j'ai pas vu une typo. J'aurai des petites critiques à formuler, bon, qui viendront après, mais vraiment, par rapport aux autres problèmes, c'est négligeable. Hein. Allez, maintenant on va éplucher le sujet, section par section. Give it a go. I'm sure I could muddle along, actually. C'est pas non plus une correction, la correction, elle viendra dans une autre vidéo. Hein. Mais bon, alors ça commence par un exercice. Dans l'exercice, un polynôme, il faut montrer qu'il est irréductible sur Q, c'est x cube moins 2. Donc là, on est quand même dans un grand classique. Il y a beaucoup de choses à dire hein, autour de cette question. Ce sont ces premières questions qu'il faut énormément rédiger. Et si on regarde tous les points de la rédaction qu'il faut faire, sachant que c'est une première question, parce que bon voilà, on va expliquer pourquoi l'irréductibilité, comme on est en degré 3, tient de la recherche de racines dans Q. Et ensuite, on passe à la recherche de racines dans Q. Il y a celles qui ne sont pas dans R, il y a celles qui sont dans R, et il faut dire pourquoi elles ne sont pas dans Q. Donc voilà, donc là, il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis ensuite, on se retrouvait avec un truc classique, mais un peu moins classique quand même, assez rapidement, c'est-à-dire que quand on a une K-algèbre, on a des endomorphismes de cette K-algèbre par la multiplication. Donc chaque élément de la K-algèbre, on va appeler alpha un élément d'une K-algèbre, eh bien il va définir un endomorphisme de la K-algèbre par multiplication par alpha. Et si la K-algèbre c'est un corps, bon, l'élément il est inversible, et donc la multiplication par alpha va être un endomorphisme inversible. Voilà, donc un automorphisme d'espace vectoriel, en quelque sorte. Et là, dans Q de racine cubique de 3, qui est une Q-algèbre, on va pouvoir multiplier par un élément alpha. Là, c'était 1 plus racine cubique de 2 plus racine cubique de 4. Bon, alpha, bon, bien sûr, vérifier que alpha est... Non, parce qu'ils disaient en fait qu'il fallait rien vérifier du tout. Ils auraient pu le demander, hein, c'était au début. Bon, ils disaient qu'il fallait rien vérifier. On supposera que c'est bien un endomorphisme. Okay. Et fallait trouver la matrice dans la base naturelle. Alors on va dire, il y a Q de racine cubique de 2 n'a pas une base canonique vraiment, mais c'est tellement lié à Q de X qui lui a une base canonique qu'on peut presque dire que par transport de structure, elle a une base canonique. Et dans cette base, il fallait trouver la matrice de l'endomorphisme de multiplication par ce alpha-là. Et ensuite, pour trouver son polynôme caractéristique, trouver son polynôme minimal, c'était la routine. Alors peut-être que certains candidats ont pu être désarçonnés. Comment on trouve le polynôme minimal, sachant qu'on est sur Q? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être de chercher des polynômes minimaux sur Q. Est-ce qu'on le fait sur C et ensuite on descend sur Q? Parce qu'effectivement, un polynôme minimal, c'est le même sur n'importe quelle extension, à partir du moment il est valable sur tout. Bon. Mais c'est quand même un théorème qu'on utilise. Le polynôme caractéristique, c'est clair, parce qu'on a une matrice. La matrice, elle est la même voilà, dans toute extension. Mais le polynôme minimal, c'est quand même un théorème. Donc est-ce qu'on fait ça? Ou alors est-ce qu'on reste à l'intérieur de Q? Est-ce qu'on fait tout à l'intérieur de Q? Et dans ce cas-là, faut bien comprendre les propriétés du polynôme caractéristique sur Q, en tant que polynôme sur Q. Voilà. Bon, il y avait deux écoles là-dessus. Hein. C'est comme pour la preuve du polynôme, l'irréductibilité du polynôme de départ x cube moins 2. Est-ce qu'on utilise des trucs comme ces deux Eisenstein, ou alors est-ce qu'on fait, on fait les choses par dichotomie, hein, en vérifiant tous les points de l'irréductibilité d'un polynôme de degré 3. Ensuite, on a attaqué la partie 1. Alors la partie 1, ça commence par du cours de M1, théorie des corps, mais le tronc commun, hein, c'est-à-dire éléments algébriques, éléments transcendants. Vraiment le grand classique du cours que normalement tout étudiant préparé connaît. Hein. Et puis ensuite, on se retrouvait comme le corps K. On travaillait là cette fois-ci sur un corps K a priori quelconque,
Donc il était ni supposé fini, ni supposé infini, ni supposé de caractéristique nulle, ni supposé de caractéristique P. Bon, donc il est quelconque. Ce qui faisait qu'on avait des problèmes de séparabilité. Et ces problèmes de séparabilité sont intrinsèques. On ne dit pas le mot séparable, parce qu'on ne peut pas le dire. Mais il y a aussi des choses qu'on aurait pu dire et que l'épreuve, que le concepteur du problème a choisi de ne pas parler. Par exemple, l'irréductibilité du polynôme minimal d'un élément x qui appartient à une extension forcément finie, L d'un corps K, sur le corps K. Bon, c'est irréductible, on s'en servait assez souvent au cours de l'épreuve, et pourtant, à aucun moment, c'est dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il n'y a pas que ça, il y a des choses qui ont été enterrées, et c'était au candidat de les exhumer. Bon, c'est un choix, c'est pas du tout critiquable, effectivement, ça fait partie des choses que le candidat doit savoir faire, dire « Ah ben je sais que ce polynôme, il est irréductible, et du coup, il va impliquer qu'on a ça, ça et ça. » Mais bref, avant tout, et ça c'était un peu dit dans l'introduction du problème, ce polynôme minimal, c'est le générateur d'un certain idéal de l'anneau principal K de x, et donc, quand l'idéal est évidemment non nul, il existe un unique polynôme unitaire, et c'est ce polynôme minimal. Ça, c'était dit, et pas mal de choses pouvaient être résolues rien qu'avec ça. Mais il y avait d'autres choses qui étaient résolues par l'irréductibilité, et seulement par l'irréductibilité de ce polynôme, et là, il fallait savoir la dégainer sans que le sujet nous en parle. Mais c'est bien connu, le problème de séparabilité, il arrive quand on dit est-ce qu'il y a une racine multiple, des racines multiples au polynôme minimal. Alors on n'a pas l'habitude, même Galois n'avait pas vu ce problème de séparabilité, pourtant c'est lui qui a fait la théorie de Galois, et là, bon, là le problème nous le dit, on va regarder des cas différents, et en fait, il va séparer petit à petit les corps parfaits, c'est-à-dire les corps de caractéristiques nulles et les corps finis, ce sur quoi Galois travaillait, avec les corps non parfaits. Donc le secret du truc, c'est de regarder la dérivée du polynôme minimal de x. X, il est dans L, d'accord, une extension de K. Et le polynôme, il est minimal, il est sur K. Donc quand on va regarder ce polynôme dérivé, soit alors ce polynôme dérivé va s'annuler en une racine du polynôme donc minimal. Bon. Et dans ce cas-là, on va voir que le polynôme minimal par irréductibilité, il est polynôme minimal de cette racine-là, et du coup, il va y avoir un conflit parce que ça voudra dire que mu' est un multiple de mu, puisqu'il va être dans l'idéal annulateur, et forcément, pour des raisons de degré, mu' va être nul. Donc, on doit étudier l'annulation d'un polynôme. Et en caractéristique 0, c'est très vite vu. En caractéristique P, alors là, ça demande quelque chose de plus appliqué. Et en fait, on se rend compte que si, alors là, il y avait la notion de Frobenius, c'est-à-dire sur un corps de caractéristique P, l'application, le morphisme, qui a x donne x puissance P, donc on montre que c'est un morphisme, la surjectivité de ça assure que quand même cette situation, c'est-à-dire le polynôme minimal dérivé, ou un polynôme irréductible quand on le dérive, ne peut pas s'annuler grâce à cette surjectivité du Frobenius. C'est du classique, hein, tout ça, ça fait partie de tous les cours sur les corps, mais je dirais là, cours de second semestre. Ensuite, on reprenait ce qu'il y avait dans l'exercice, c'est-à-dire de regarder l'endomorphisme de multiplication par x, et qu'en fait, le fait qu'on est sur un corps qui est intègre, le polynôme minimal
de cet endomorphisme de multiplication par x, c'est exactement, sur k, hein, c'est exactement le polynôme minimal de x. Voilà, alors ça c'est sympa. Et donc ça nous engage à regarder cet endomorphisme, de regarder sa trace, de regarder son déterminant, qui vont être la trace, ce qu'on appelle par définition, la trace de x, de L sur K, et la norme de x pour le déterminant de L sur K. Et on a des propriétés, évidemment, qui vont découler de propriétés d'endomorphisme. Ensuite, on avait à étudier le cas où L est de degré fini sur K. Si on veut étudier cet endomorphisme Mx, de multiplication par x, où x appartient à L, alors on est obligé de décomposer en deux cas. Le premier cas, c'est si L, c'est K de x, donc K de x, le corps, hein, engendré par K et x, qui est aussi l'anneau engendré par K et x, on le démontrait en préliminaire dans le grand 1. Et sur ce corps, finalement, Mx est ce qu'on appelle un endomorphisme cyclique. C'est-à-dire que x et toutes les puissances de x, étant donné qu'elles engendrent le corps K de x en tant qu'espace vectoriel, eh bien, la multiplication par x va avoir pour matrice dans une base adaptée, la base toute bête, comme il y avait en exercice, 1, x, x2, jusqu'à x puissance d-1, où d, c'est le degré du polynôme minimal de x sur k, et bien là-dedans, on avait une matrice compagnon, voilà, tout bêtement. On retrouvait la matrice compagnon. Donc ça, c'est le premier temps, si vous voulez, L égale k de x. En réalité, L est une extension de k de x, puisque x est dans L, et une extension finie, puisque L sur k, c'est fini. Donc, il fallait le théorème de la base télescopique pour passer de L à k de x, puis de k de x à k. Le théorème de la base télescopique était indiqué dans l'introduction du problème, mais à moitié. Alors ça, c'est bizarre, ça, quand un théorème est à moitié, c'est-à-dire que le théorème de la base télescopique, c'est quand même une dimension, une formule multiplicative de dimension, mais qui vient avec une base. Et là, on pouvait utiliser, on avait compris, le candidat devait comprendre en filigrane qu'il fallait utiliser juste la partie dimensionnelle du théorème de la base télescopique, sans utiliser la base elle-même, puisqu'il nous posait des questions sur la base elle-même. C'est à vous à ordonner la base ou des choses comme ça. Bon. Là, je trouve que là, le problème a un tout petit souci déontologique, c'est qu'il dit, bon, on montrait que ça, c'est une base. Puis ensuite, ordonner la base. Bah ouais, mais montrer que ça, c'est une base, quand on nous donne on n'a pas besoin de l'ordonner, normalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on nous pose une question, on va nous dire, voilà, vous avez cet objet, il faut le décrire, cet objet. Une base, c'est des éléments, c'est un système qui arrive avec un certain ordre. Donc c'était à l'énoncé pour moi, à donner cette base télescopique et à le donner ordonné. On ne peut pas donner à moitié un objet, puis à dire, voilà, je vous donne ça, je vous donne ce système, montrer que c'est une base, et ensuite vous l'ordonnez. Ouais, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je pense que les candidats n'ont pas du mal réagir à ça, mais il y a quand même un petit vice de forme dans cette question-là. Et bref, on a, oui, vous le voyez, si grand L sur K de X a pour base L1 jusqu'à LA, et K de X a sur K cette base de 1x jusqu'à x puissance d-1, vous allez avoir dans cet ordre L1, L1x, L1 jusqu'à x puissance d-1, puis L2, L2x, etc., puis jusqu'à LA, LAx, et pour finir, LA, elle a dit ça, x puissance d-1. Voilà. Ça va vous faire une base dans laquelle la multiplication par x va s'écrire agréablement, et
par commutativité, du corps, on va avoir des blocs compagnons, le même bloc compagnon du corps. Voilà. Bon, c'est tout simple. On pourrait dire même, L, en tant qu'espace vectoriel sur K de X, la multiplication par X, c'est une homothétie. Donc on aurait une petite matrice de taille A, où ce serait juste des X en diagonale, puis ces X, quand on dézoome X, parce qu'on voit L comme espace vectoriel sur K, et plus sur K de X, et on dézoome, et le petit X, ça devient une matrice compagnon. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des choses qu'on a vues assez souvent sur la chaîne, donc normalement, voilà, ceux qui sont habitués à la chaîne, ils connaissent bien, ça, on en a fait pas mal des comme ça. Et ensuite, on a attaqué la partie 2, où on a introduisé les dérivations. Donc finalement, qu'est-ce qu'une dérivation? Là, on est sur un corps, et on introduit, on aurait pu le faire sur un anneau, je ne sais pas sur quoi ça a été fait exactement, mais bref, une dérivation, c'est un endomorphisme, en tant qu'espace vectoriel, voilà, mais sur le corps, si on l'appelle D, cette dérivation, ça doit vérifier que D de UV égale D de U fois V plus U fois D de V. Voilà. Comme la dérivation usuelle. Et du coup, il y a tout un formulaire à se taper. Donc, D de x puissance n, ça fait n d de x fois x puissance n-1. D de x sur y, d de 1 sur y, d de... Donc, retrouver tout le formulaire de la dérivée. Oui, d de x sur y, ça va être d de x y moins x d de y sur y2. Ça, voilà. Et ça fait des formules assez simples à montrer. Voilà, tout un formulaire. Voilà, quoi. Et du coup, ça crée... cette partie 2, faut bien reconnaître que c'est un ventre mou du problème, avec tous les problèmes de stratégie pour le candidat que cela demande, c'est-à-dire, est-ce que quand je saute une question, ça vaut le coup d'aller dans ce ventre mou où je sais résoudre des choses, mais est-ce que ça vaudra des points? Il y a un côté à l'aveugle qui fait que je comprends que le candidat ne sache pas sur quel pied danser. Et là, j'ai envie de dire premier frisson quand même. Sur le corps, on regarde pour x différent de 0 l'opérateur d de x sur x, et il faut montrer que c'est un morphisme de k étoiles multiplié vers k plus. C'est-à-dire, en gros, on est en train de réinventer le logarithme, d'accord, mais dans un cadre complètement algébrique. Côté log de xy égale log de x plus log de y, là c'est sous forme de forme différentielle, d de x sur x. Donc quand on va l'appliquer à xy, voilà. C'est assez évident, mais c'est quand même le premier frisson, c'est-à-dire le premier truc original. On se dit, ah ouais, ça y est, là on a passé une porte. On va regarder ça maintenant sur le corps des fractions rationnelles, par exemple c de t, de la variable t, où là on est sûr d'avoir des dérivations, puisque on prend la dérivée classique, qui est partie de t', la dérivée d de t égale 1, et bien ça va nous donner évidemment une dérivation sur le corps. Et quand on factorise une fraction rationnelle complètement sur c de t, on va la factoriser, on va regarder la fraction rationnelle R, on va regarder d de R sur R, et ça va nous donner notre première somme de Liouville. Donc on va décomposer ça en somme, donc ça va changer le produit en somme, puisqu'on a un morphisme de k étoiles multiplié dans k+, et là on va obtenir vraiment notre première somme de Liouville, qui va être ensuite le thème final du problème. Puisque le problème, c'est de montrer un critère de décomposition en somme de Liouville.
ou plutôt un critère de primitivabilité par les sommes de Liouville. Voilà, bon, ça y est, j'ai craché le morceau, c'est à peu près ça le truc. Mais bon, pour l'instant, c'est assez trivial hein, ce qu'on est en train de faire. On ne fait pas grand-chose, vous voyez, c'est du calcul basique. On va se rendre compte que quand on est sur des corps finis, on va étudier les dérivations sur les corps finis, et le fait que 1, sa dérivée, ce sera toujours 0, parce que la multiplication par 1, c'est l'identité, à la dérivée de 1, on montre que c'est 0, eh bien, sur un corps fini, vu que x va systématiquement vérifier, s'il est non nul, évidemment, x puissance q moins 1 est égal à 0, donc q c'est le cardinal du corps, et ça veut dire que c'était pas tout à fait demandé comme ça. C'était quelles sont les dérivations, pouvez-vous donner toutes les dérivations, bon bref, les dérivations, il y a 0, et puis il y a 0, puis c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas de dérivation vraiment intéressante sur un corps fini. Puis, on attaquait le problème de prolonger une dérivation. C'est normal, puisqu'on regarde, la théorie des corps est une théorie des extensions. Donc, si on regarde les corps munis d'une dérivation, D, eh bien, on veut regarder si c'est compatible avec une tour de corps. Bon. Donc, en gros, vous avez K, un corps, avec une dérivation, L, une extension, eh bien, il est naturel de se poser la question, peut-on prolonger cette dérivation en une dérivation sur L, dont la restriction, c'est la dérivation dont on est parti, et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut le prolonger de façon unique, qu'il n'y a pas d'ambiguïté en quelque sorte. Bien. Dans un premier temps, on le faisait pour des extensions de dimension infinie, donc pour K de X, le corps des fractions rationnelles sur K, et là, on le fait en deux temps. On part de K, on a une dérivation, on construit une dérivation sur l'anneau de polynôme, la K-algèbre des polynômes de K de X, et là, c'est pas difficile. Il suffit pour chaque polynôme, si on veut regarder la dérivée D de P, et que ça coïncide sur K, sur la bonne dérivée, on prend D de P, c'est la somme des D de A, x puissance D de AI, x puissance I. C'est-à-dire qu'on ne fait que dériver coefficient par coefficient. Bien. Et ensuite, on passe au corps des fractions, où là, il faut quand même faire une petite vérification, parce que le corps des fractions ne s'écrit pas de façon unique. D'accord ? Un élément du corps des fractions, il s'écrit sous la forme A sur B, où A et B sont des polynômes, mais l'écriture n'est pas unique, donc il faut vérifier que ça ne dépend pas de l'écriture choisie. Voilà. Donc là, c'était vraiment le moment formalisme, c'est pas le plus grand moment de bonheur dans cette partie-là. Et là, dans la partie 2, il commençait à y avoir quelque chose d'intéressant, c'est que on regarde le cas où L est une extension finie, donc il va y avoir des contraintes, il va y avoir un polynôme minimal de x qui annule x, mu x de x est égal à 0, donc on va dériver cette identité, on va regarder d de mu x de x qui est égal à d de 0, donc 0, parce que d est un endomorphisme, et on va l'écrire autrement, c'est-à-dire qu'on va avoir deux polynômes qui vont intervenir à partir quand on va dériver un polynôme, il va y avoir le polynôme dérivé habituel, P', donc le bon vieux polynôme dérivé des familles, où le coefficient de x n-1, c'est n à n, d'accord ? Donc bien connu, et le polynôme dérivé, celui du problème, qui était appelé P indice D, qui est le polynôme dont les coefficients sont les dérivés, on dérive coefficient par coefficient, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ces coefficients, le coefficient de xn, c'est d de an. Voilà. Et d, c'est la dérivation de laquelle on est parti sur k. Donc il y a ces deux polynômes, et forcément, on montre, justement en disant que la dérivée de mu x de x est égale à 0, que
mu x d de x plus d de x mu prime x de x égale 0. Et comme d de x, comme x est algébrique, bah d de x, c'est un polynôme en x, parce que ça, on avait vu au moment où on récitait la leçon sur les éléments algébriques, que k de x, parenthèse, c'est k crochet de x. Donc d de x devient un polynôme en x, qu'on appelle q dans le problème. Et du coup, cette annulation sur x et une considération de degré faisait que on avait l'annulation tout court du polynôme mu x d plus q mu x. Voilà. Polynomialement, c'est nul parce que ça annule x et c'est de degré plus petit que mu de x. Mu de x, fallait rappeler évidemment que comme il était unitaire et que 1, sa dérivée c'est 0, eh bien le polynôme mu d il descend de la même manière que mu prime, il descend d'un degré, au moins d'un degré. Et ça devenait sympathique parce qu'on se rendait compte que quand on est en caractéristique nulle maintenant, eh bien ça veut dire que mu prime x est non nul. Et donc, on montrait à partir de là que la dérivation, c'est-à-dire finalement q de x, c'est ça, peut s'écrire, d'accord, en fonction du reste. Parce que sur un corps, l'identité mu d plus q mu prime égale 0, ça implique que q est égal à moins mu d sur mu prime. Si mu prime est non nul, et donc, en caractéristique nulle, ça marche bien parce que mu prime est non nul. Et si on a q, alors on a d, et on a d de x. Et donc on peut prolonger de façon unique, voilà, la dérivation. Ça, il faut reconnaître que c'était joli. Et après, on part dans un contre-exemple avec un corps non parfait. Le premier exemple de corps non parfait, c'est fq de x, c'est le corps des fractions rationnelles à un déterminé x sur fq, c'est le premier corps non parfait, où là, eh bien, on a une dérivée naturelle sur ce corps, et cette dérivée, c'est celle qui a x donne 1, hein, finalement, c'est notre bonne vieille dérivée à nous, hein, c'est la dérivée normale, quoi, on va dire. Et cette dérivée, si on se restreint au corps fq de xq, cette fois-ci, quand vous allez dériver xq, ça va faire qx, q-1 fois la dérivée de x, donc fois 1, et là ça fait 0. Voilà. Parce que q est nul. Donc finalement, ça veut dire que la dérivée, qui est la dérivée nulle sur fq de xq, peut se prolonger soit en la dérivée nulle, évidemment, personne ne l'empêche, soit en la dérivée normale, la dérivée naturelle, la dérivée naturelle de fq de x. Donc on n'a pas unicité. On a existence, là, dans ce cas-là, mais pas unicité, ce qui était lié au fait qu'on travaillait sur un corps qui n'est pas parfait. Voilà, et là, on rentrait dans la partie 3. If you live in a council flat beside a river, but are not blind, what? Et tout un glossaire avec la notion d'exponentielle et de logarithme. Donc là, on n'a pas besoin de topologie ici pour définir, comme dans l'algèbre des matrices. On n'a pas besoin de topologie pour définir tout ça. C'est juste d'une dérivation. Ça veut dire qu'on a des tours de corps, d'accord, et on va prendre un élément V dans le corps K, par exemple, et U va être exponentielle de V si D de U est égal à U D de V. Voilà, exactement comme dans la vraie vie. Sauf que là, on a une différentielle sur le corps sur lequel V habite, et on l'a prolongée sur une extension. Voilà. Et donc on va avoir la notion d'extension élémentaire. C'est des extensions, c'est des suites d'extensions qui sont soit finies, soit des extensions qui sont justifiées par le fait qu'on a un logarithme
Pareil hein, pour logarithme, hein, vous allez avoir d de v égale d de u sur u. Voilà, exactement la même chose. Vous inversez u et v en quelque sorte. Et donc, vous allez avoir ces extensions élémentaires. Donc, c'est des extensions qui sont donc soit finies, soit alors elles sont engendrées par des logarithmes ou des exponentiels d'éléments qu'on a dans le corps de base. Et on fait des tours de corps qu'on va appeler des extensions élémentaires comme ça. Et très rapidement, deuxième frisson, là le meilleur frisson peut-être, on a justement dans cette théorie des corps un critère pour montrer que une exponentielle est transcendante ou pas sur le corps de base. Donc en gros, vous appelez U un élément de K, V une exponentielle de U dans une extension, L, et cette exponentielle de U est algébrique sur K, si et seulement si, donc on va l'appeler V, cette exponentielle de U, si et seulement si V puissance n appartient à K pour un n. Donc ça c'est assez extraordinaire, et ça se fait très facilement avec l'équation dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette équation mu d plus q mu prime égale 0. Voilà. Ça se fait comme ça, et c'est assez joli. On a ensuite le même critère, un critère ressemblant en tout cas, avec les logarithmes, mais cette fois-ci, n est égal à 1. C'est pas il existe n est forcément égal à 1. C'est-à-dire que un logarithme est, on prend u, un élément de k, log de u est algébrique sur k, si et seulement si, log de u est dans k. Donc si on n'est pas sorti du corps, en quelque sorte. Pas mal. Et là, on attaquait la partie 3.2. Donc la partie 3.2 où, on peut maintenant introduire des exponentielles de t. Alors là, on est sur le corps particulier, c'est c de t, à indéterminé t, donc corps des fractions à indéterminé t. Et là, on a des exponentielles de it, on a des cosinus, on a des sinus. Et on va jusqu'à regarder le cas particulier de racine carrée de arc tangente cosinus t. Vous voyez, donc c'est le grand moment sous-psychotrope du problème. Et maintenant, on a attaqué la section 3.3. Donc là, c'est le cœur du problème. C'est ce que veut démontrer le problème, le but final, où toute cette cohérence du problème a convergé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on a des dérivées, on a des primitives, d'accord? Donc on veut voir si un élément f possède une primitive dans une extension. Alors, on a vu précédemment, sur le cas des fractions rationnelles, si f possède une primitive, donc f est égal à d de h, forcément, h c'est la primitive, et donc f va se décomposer en ce qu'on appelle une somme de Liouville. C'est-à-dire qu'on peut factoriser h dans le corps, on a une théorie de corps de décomposition, on peut tout factoriser, et du coup, f se décompose en somme de Liouville. Bon, donc une espèce de somme qui vient du fait que qui vient de la dérivée logarithmique en quelque sorte. Une espèce de décomposition en éléments simples. Évidemment, on veut un critère qui, lui, reste dans le corps de base, c'est-à-dire f, il appartient à k. On n'a pas envie de sortir de K, on ne veut pas un critère qui nous sort une condition qui nous oblige à aller chercher dans une clôture. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On veut montrer que si f est une somme de Liouville sur une extension, alors c'est une somme de Liouville sur K. Voilà, et ça va être ça, le critère, la caractérisation des éléments du corps qui sont primitivables pour cette dérivée. Donc là, je pense que certains spécialistes ont compris, c'est le grand moment de la descente galoisienne. Là, c'est la descente en rappel de Galois, hein, d'accord? Donc c'est vraiment descente galoisienne à tout prix, c'est-à-dire on a un objet là-haut et on veut montrer qu'il est vrai en bas.
Bon, dans la théorie des endomorphismes, par exemple, l'exemple type de descente galoisienne, c'est quand on a deux matrices qui sont semblables sur C et qu'elles sont réelles, alors elles sont semblables sur R. Ça, c'est vraiment l'exemple même de choses que la cohomologie galoisienne apporte. Bon, on n'a pas besoin là de cohomologie galoisienne, mais on a besoin de beaucoup de théories des corps et de Galois là ici. Bon, en même temps, on est vers la fin du problème, donc on peut se le permettre. Et bah oui, on va devoir sortir des morphismes de corps, des théorèmes de Dedekind, qui disent pas leur nom hein, dans l'épreuve. Et dans le cas L fini, généralement, voilà, on s'en sort. Globalement, grâce à des conjugués, c'est-à-dire donnés par des sommes de conjugués qui vont donner, donc les conjugués qui sont donnés par des morphismes de corps, des sommes de conjugués, dès qu'on a un élément, on a tous ces conjugués sur K, parce qu'on est dans le cas fini, hein, le premier cas c'est le cas fini, et donc on va avoir des traces, et les sommes de Liouville qu'on avait obtenues sur une extension, on va pouvoir en prendre la trace et obtenir une somme de Liouville sur K. Bon, très bien, et on est content. Mais maintenant, il y a le cas infini. Et le cas infini, où l'extension est infinie, on va dire que ça, c'est le passage horrible, ça, c'est le passage technique. C'est le passage technique parce qu'il y a plusieurs cas à regarder. Dans les sommes de Liouville, il faut pouvoir, dans le cas primitivable, on veut montrer que c'est primitivable, il faut regarder élément simple par élément simple, et puis il faut aussi regarder le cas logarithmique et le cas exponentiel. Donc ça fait beaucoup de cas à regarder, beaucoup de cas, c'est quand même la partie pénible. C'est là où j'ai commencé à sauter avec les yeux le truc, je me suis dit ouais, ok, c'est bon. Je voyais à peu près où ça voulait en venir, mais sans regarder dans les détails, parce que là, il commençait à se faire tard. Et puis ensuite, ben voilà, ça se calme, et on a des petites applications de ce théorème des sommes de Liouville, cette caractérisation, et on se demande si f exponentielle de g admet une primitive sur c de t de exponentielle de g. Voilà. Et on a un critère qui nous dit que c'est vrai si f est égal à b' plus bg', quand b appartient à c de t. Bon, voilà. Et après, on nous demande, donc là on nous le dit clairement, et après on nous dit moins clairement ce qu'on attend du cas logarithmique. Et le problème était terminé, on a fini la question 53. Bon, alors, conclusion. J'ai eu un mail de Acturus qui suit la chaîne et qui m'a dit « Ah, ça m'a fait penser au livre de Marie-Paule Maliavin et surtout le livre de Patrice Tauvel. » Donc, deux personnes qui ont disparu, paix à leur âme. Et Patrice Tauvel récemment, très récemment. On pense à lui. Et c'est vrai que ces dérivations sur des corps, ça faisait partie du livre d'algèbre commutative de Marie-Paule Maliavin. Et c'est aussi dans le livre sur les corps de Tauvel. Alors, c'est vrai que ça fait assez années 80 hein, comme esprit. Algèbre des années 80, des gens qui faisaient de l'algèbre non commutative en particulier, même si là on est dans le cadre de l'algèbre commutative, mais de gens comme Marie-Paule Maliavin et Patrice Tauvel qui s'étaient impliqués dans l'algèbre non commutative. Ouais, ça en fait partie. Donc c'est très 80. Je sais pas qui est le concepteur, mais j'imagine qu'il doit être un petit peu âgé, pas autant que moi, mais bon, c'est vrai que Tauvel serait encore en vie. Je me serais dit, tiens, ça doit être lui. Il serait au jury, je me suis dit, c'est signé Tauvel, quoi. Bon, là, en tout cas, c'est un descendant de Tauvel, quoi. Et je me dis qu'il est un peu âgé parce que
comme moi, il écrit si et seulement s'il. alors que maintenant, la nouvelle génération, c'est si, virgule, et seulement si, virgule. Vous voyez, et donc, il, le si, virgule, il. Le si, virgule, il. Et pas s'il. Donc, soit il est âgé et bon, il n'a pas envie de changer ses habitudes vis-à-vis de ça, soit alors il est jeune, et dans ce cas-là, il fait de la provoque. Bon, pourquoi pas, hein, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Ou alors les deux, hein. Âgé, faire de la provoque, ça marche. Le problème, lui, il est intéressant, je conseille de le faire, hein, vraiment, faites-le, il est sympa. Il n'y a pas de doute. Hein, mais le pédiluve, j'ai trouvé qu'il était un peu trop petit, d'accord. Et rentrer dans cette théorie des corps sans en avoir vraiment les tenants et les aboutissants, sans savoir exactement ce dont on peut tirer parti. Bon, ça c'est toujours le problème de miser une épreuve sur quelque chose qui est pas au cas. Bon, on est en train de travailler sur la théorie des corps, mais ceux qui savent pas, ils se sentent illégitimes. Ceux qui savent, ils se disent ouais, mais est-ce qu'on peut utiliser ça et ça? Parce qu'il y a le théorème de l'élément primitif, finalement, qui est en filigrane. Il y a le théorème de Dedekind à un moment avec les morphismes de corps. Il y a évidemment le théorème de la base télescopique. Et en plus de ça, ce théorème de la base télescopique, on nous en donnait qu'une moitié, et il fallait trouver l'autre moitié. Donc, qu'est-ce qui est légitime de dire là-dedans, dans cette histoire? Il y a le Frobenius, la surjectivité du Frobenius, avec les problèmes de séparabilité, le problème des corps parfaits, le lemme d'Artin, finalement, et les théorèmes de descente galoisienne. Donc, tous ceux qui maîtrisent ces arcanes, ils ont certainement été capables de tirer leur épingle du jeu, mais il y a les autres, et les autres, ça fait beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là. T'as pris ton traitement? Ça n'a rien à voir avec mon traitement. C'est juste parce que je suis un peu fatigué. Ça n'a rien à voir avec un traitement.